Bonjour et bienvenue. Bienvenue pour cette première conférence de la journée, conférence au cours de laquelle nous allons évoquer une question qui concerne beaucoup de personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, puisque nous allons parler des troubles du sommeil. Alors pour en parler, une spécialiste à mes côtés, le docteur Valérie Cochin-de-Coq. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes donc neurologue et vous êtes aussi spécialiste du sommeil et de la maladie de Parkinson à la clinique Beau Soleil de Montpellier. Alors, avant de parler d'un certain nombre de troubles du sommeil, et je fais référence aux insomnies ou alors à la somnolence, je voudrais que l'on débute cette journée en parlant de troubles du comportement durant le sommeil. Ce sont des troubles qui sont très étonnants pour les conjoints des personnes malades. Et ce sont des troubles qui apparaissent à un moment très précis du sommeil. C'est ce que l'on appelle le sommeil paradoxal, c'est-à-dire c'est, pour vous situer, le moment où la personne se met à rêver. Alors, le mieux, je crois, si vous êtes d'accord avec moi, docteur Cochin-de-Coq, c'est de regarder une vidéo et vous allez nous décrire ce qui se passe pendant cette phase paradoxale du sommeil, c'est-à-dire pendant le rêve. On va donc lancer la vidéo, si vous le voulez bien, et je vais vous demander de la commenter pendant que les images passent. Donc, on voit ce monsieur qui est en train de dormir. Voilà, donc c'est un monsieur qui est venu consulter parce qu'il s'agitait pendant son sommeil et que son épouse en avait assez de recevoir régulièrement des coups. Et donc vous voyez que là, alors sur nos enregistrements, on voit qu'il est bien en sommeil de rêve, ce sommeil paradoxal. Et donc il se met tout d'un coup à avoir des gestes violents, à donner des coups de pied. Vous allez voir petit à petit ce que cela donne. Donc les gestes sont très violents, ils sont très rapides, très amples. Et on a vraiment l'impression qu'il se bat contre quelqu'un, quoi. Il donne des coups de pied violents. Voilà, là, il va se calmer. En fait, c'est parce qu'il est en train de rêver. Est-ce qu'on sait à quoi sont dus ces troubles? Alors, on a pu identifier le mécanisme par lequel ces phénomènes surviennent, puisque on a pu identifier le loquet qui normalement, dans le cerveau évidemment, qui normalement permet au corps d'être paralysé pendant ce sommeil de rêve. Donc, on a tous, pendant notre sommeil paradoxal, une activité de rêve. Hein. Il se passe plein de choses dans notre pensée, dans notre imagination, mais normalement, notre corps est paralysé. Et donc, même si on est très actif, eh ben, le corps ne bouge pas. Et au cours de la maladie de Parkinson, et même souvent plusieurs années avant, le système qui bloque ce tonus musculaire pendant le sommeil paradoxal, qui fait que normalement on est paralysé, ne fonctionne plus. Et du coup, l'expression des rêves peut se faire. Et donc, on voit finalement la personne faire les gestes qu'elle est en train de vivre ou de vivre pendant son rêve. Alors, ce qui surprend les patients qui sont à côté de ces personnes qui rêvent, c'est que les gestes sont, je dirais, assez amples, ils sont réguliers, la parole peut être claire si la personne se met à parler pendant son rêve. Ça, vous avez travaillé là-dessus, d'ailleurs, au cours de votre thèse. Est-ce que vous expliquez comment on passe de gestes qui peuvent être saccadés pendant la journée à ces gestes qui sont beaucoup plus fluides pendant cette période du sommeil? Oui, alors on a travaillé pendant plusieurs années sur ce sujet-là parce qu'on était interpellés par les conjoints qui disaient mais enfin, regardez, dans la journée, mon mari ou ma femme a du mal à se déplacer, ses gestes sont ralentis, etc. Et puis alors la nuit, ce sont des grands mouvements, des grandes agitations, etc. Je ne comprends pas cette différence. Et donc on a interviewé 100 personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs conjoints pour savoir si, quand elles rêvaient, elles bougeaient. Et chez ceux qui bougeaient, est-ce que les mouvements étaient différents de ceux de la journée? Et donc, ce que les conjoints ont rapporté, c'est que systématiquement, chez l'ensemble des patients qui avaient ce phénomène, il y avait une amélioration, soit de la qualité du mouvement, soit de la voix, une disparition du tremblement. Donc, en gros, une disparition des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc évidemment, on a été interpellé par ce phénomène. On s'est dit peut-être que ça pourrait nous aider un jour, être une piste pour comprendre pourquoi il y a une restauration de la motricité pendant le sommeil paradoxal. Alors on avait deux hypothèses. Soit il s'agissait d'une reformation des stocks de dopamine pendant la nuit. Donc, vous savez que dans la maladie de Parkinson, il y a un manque de dopamine. Et donc, on s'est dit peut-être que pendant le sommeil, les stocks se refont et que c'est pour ça qu'en fin de nuit, quand il y a le sommeil paradoxal, les gestes peuvent être à nouveau fluides. C'était notre première hypothèse. Et alors, pour explorer cette hypothèse, on a exploré des patients qui ont une autre maladie qui est l'atrophie multisystématisée.
Dans l'atrophie multisystématisée, les patients ont des signes parkinsoniens aussi. Mais ce qui est particulier dans cette maladie, c'est que l'atteinte des neurones se fait à la fois au niveau des neurones qui fabriquent la dopamine, donc il manque de dopamine comme les personnes qui ont la maladie de Parkinson, mais ils ont une atteinte plus diffuse, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une anomalie des récepteurs de la dopamine. Et donc chez eux, on a beau donner de la dopamine, celle-ci n'a pas d'effet. Donc on s'est dit, si ces personnes-là, quand elles rêvent, voient leur mobilité se restaurer, c'est donc que ça ne se fait pas via la dopamine, puisqu'ils n'ont pas de récepteur à la dopamine, ou beaucoup moins, disons, je caricature un peu. Et donc, on a exploré à nouveau tout un groupe de patients, cette fois atteints d'atrophie multisystématisée, qui ont eux aussi ce trouble du comportement en sommeil paradoxal de façon très importante. Et on s'est rendu compte qu'eux aussi avaient l'amélioration du mouvement. Donc, on s'est dit, ce n'est pas lié à la dopamine, c'est autre chose. Alors, on a analysé la qualité des mouvements. Et c'est vrai qu'on a vu qu'ils étaient beaucoup plus rapides, beaucoup plus amples, mais on a vu aussi qu'ils étaient saccadés. Ils n'étaient pas comme un mouvement normal. C'est comme des espèces de secousses, des sursauts qu'ils ont pendant ces mouvements, qu'on ne voyait pas trop sur cette vidéo-là. Et donc, on a eu une autre hypothèse qui était que finalement, les mouvements pendant le sommeil paradoxal shuntaient, n'utilisaient pas les ganglions de la base, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est malade au cours de la maladie de Parkinson. Et donc, on a fait l'hypothèse que c'était une autre voie qui était activée pendant le sommeil paradoxal dans la genèse de ces mouvements, et que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas parkinsoniens, mais c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas tout à fait normaux non plus. Et puis, au décours, il y a eu des études en imagerie fonctionnelle qui ont montré qu'effectivement, l'activation du mouvement pendant le trouble du comportement en sommeil paradoxal, y compris dans d'autres maladies comme la narcolepsie, etc., d'autres maladies du sommeil, se faisait via d'autres voies. Donc, c'est parce qu'il y a une activation d'autres voies pendant le sommeil paradoxal que la motricité est différente à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des conjoints qui ont ce problème vis-à-vis de leur conjoint, c'est-à-dire de beaucoup, mais je pense que ils se posent tous la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que ces troubles du comportement qui apparaissent pendant la phase de sommeil paradoxal peuvent se traiter? Oui. Donc on a des médicaments. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, on a des médicaments qui sont efficaces, donc il ne faut vraiment pas hésiter à parler de ce phénomène, parce qu'on a plusieurs traitements, plusieurs lignes de traitement qui fonctionnent bien sur ces agitations pendant le sommeil. Alors, évidemment, dans ce cas-là, on aime bien enregistrer les patients pour être sûr que ces agitations sont bien véritablement un trouble du comportement en sommeil paradoxal. Parce qu'il y a quand même une situation où on peut avoir quelque chose qui ressemble beaucoup, c'est quand on a des apnées du sommeil. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Donc, il faut qu'on élimine les apnées du sommeil. Il faut aussi qu'on les élimine parce qu'un des traitements que l'on donne dans cette agitation pendant le sommeil est contre-indiqué dans les apnées du sommeil. Donc, de toute façon, quand il y a des agitations comme ça, il faut vraiment s'orienter vers un centre du sommeil et puis enregistrer les patients et ensuite leur proposer un traitement. Et les traitements permettent vraiment d'apaiser le sommeil. Alors, souvent, les gens continuent à parler un petit peu ou à avoir quelques manifestations, mais c'est beaucoup moins violent et du coup, ça pose plus du tout les problèmes que ça pose là. Alors, on va... oui, allez-y. Juste une petite remarque aussi, c'est que si les traitements ne sont pas efficaces ou si on n'a pas pu les donner tout de suite, etc., il faut quand même sécuriser l'environnement. C'est-à-dire que si quelqu'un tend à faire des gestes comme ce monsieur, par exemple, poser le matelas au sol pour éviter qu'il tombe du lit est une très bonne alternative. Éviter d'avoir une lampe de chevet qui peut être utilisée comme arme est aussi très conseillé. Il vaut mieux avoir une appli qu'elle ne s'arrachera pas du mur, quoi. D'accord. Alors, je voulais, si vous permettez, apporter une petite précision. On va pendant à peu près 40-45 minutes comme ça balayer un certain nombre de troubles du sommeil. Et puis ensuite, vous qui êtes dans cette salle, on vous donnera bien sûr la parole. Vous pourrez poser des questions pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, n'hésitez pas pendant cette présentation, si une question vous vient en tête, vous l'écrivez pour ne pas l'oublier tout à l'heure et puis je vous donnerai la parole. On a parlé donc de ce trouble très particulier. Je voudrais maintenant qu'on parle plus globalement de troubles du comportement du sommeil, de troubles du sommeil tout simplement, c'est-à-dire d'insomnie et de somnolence. Est-ce que ce sont des troubles fréquents chez les personnes qui sont malades de Parkinson ? Oui, alors c'est vraiment très fréquent dans la maladie de Parkinson. La plainte de somnolence, c'est plus de 40% des patients qui la rapportent. Et la plainte d'insomnie, c'est plus de 80%. Donc c'est vraiment très fréquent. Et puis alors ce qui est particulier aussi, c'est que c'est fréquent, mais c'est aussi très sévère.
Parce que moi, je dis souvent que au cours des consultations sommeil en général, puisque je fais des consultations sur les troubles du sommeil en général, et puis chez des personnes qui ont la maladie de Parkinson, les personnes qui se plaignent d'insomnie sont très fréquentes en population générale. Et quand on les enregistre, on se rend compte qu'elles dorment beaucoup plus que ce qu'elles croient. Mais quand une personne qui a la maladie de Parkinson vous dit qu'elle est insomniaque, quand vous l'enregistrez, là, vous voyez ce que c'est qu'une vraie insomnie. C'est-à-dire qu'une personne qui a la maladie de Parkinson qui vous dit qu'elle ne dort pas, elle ne dort vraiment pas. Et on peut enregistrer des gens qui vont dormir une demi-heure dans la nuit, 3 heures, 4 heures, et guère plus. Donc vraiment, on a des personnes qui peuvent vivre tous les jours en ne dormant que des temps extrêmement courts. Et on se demande comment ça peut se passer bien finalement. Et donc comment on peut négliger à ce point ce trouble, puisque finalement, les patients ne nous le rapportent pas souvent. Enfin, ce n'est pas la plainte qu'ils donnent au premier plan, et pourtant, je pense que c'est un retentissement majeur sur leur qualité de vie. Alors, vous disiez qu'il y a beaucoup plus de personnes insomniaques et somnolentes chez les personnes parkinsoniennes. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on connaît les causes de ces insomnies? Alors, on connaît les causes, mais ce qui est très compliqué, c'est qu'elles sont multiples. C'est-à-dire que, d'abord, on pense que la maladie elle-même touche les circuits qui régulent la veille et le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil est régulé par le cerveau. Donc, les lésions de la maladie de Parkinson peuvent toucher les structures qui font que on se réveille ou on s'endort ou que le sommeil est organisé de telle ou telle façon. Donc, chez certains, il est probable que la maladie a attaqué les réseaux qui régulent le sommeil. Alors, ce qui le prouve, c'est que des études en large population ont démontré que les personnes somnolentes, par exemple, avaient un risque augmenté de développer la maladie de Parkinson. Donc, ça veut dire que chez ces personnes, probablement que les lésions dans le cerveau ont précédé la maladie et ont déjà entraîné la somnolence, alors que les personnes n'avaient même pas eu le diagnostic de maladie de Parkinson et donc pas de traitement. Ça, c'est une découverte intéressante qui a été faite, qui montre que finalement, les signes d'insomnie ou de somnolence apparaissent avant même les premiers signes de la maladie. En tout cas, c'est démontré pour la somnolence, oui, clairement. Donc, c'est important puisque le deuxième élément qui modifie de façon majeure le sommeil dans la maladie de Parkinson, ce sont les traitements. Donc, on est sûr que ce n'est pas les traitements seuls puisque certains ont même les symptômes avant les traitements. Mais ensuite, les traitements, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la dopamine est un puissant éveillant. Si on donne de la dopamine à un animal, ça l'excite. Donc, il se met à rester éveillé, à s'agiter, etc., mais pas à dormir. Donc, quand on donne de la dopamine à une personne qui a la maladie de Parkinson, logiquement, on stimule. Et pourtant, paradoxalement, on a très souvent des attaques de sommeil après la prise de nos traitements. Donc, c'est vraiment quelque chose de très compliqué qui n'est encore pas très clair pour nous, avec probablement le fait que ces traitements rendent les personnes insomniaques et que du coup, elles sont tellement insomniaques qu'elles finissent par s'endormir à des moments inopinés dans la journée parce qu'il y a du coup une désorganisation complète du sommeil. Avec un véritable danger si par exemple cette personne est au volant. Par exemple, il y a eu des accidents dramatiques liés au traitement en particulier. Alors, vous dites que c'est compliqué de traiter l'insomnie ou la somnolence parce que justement ces personnes prennent de la dopamine. Est-ce que pour autant, vous avez quand même quelques traitements possibles pour redonner du sommeil à ces personnes? Oui, alors il y a différentes possibilités. Je dois revenir sur les causes, puisqu'il y a des causes qui sont aussi très importantes, qui sont les troubles du sommeil eux-mêmes. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont la maladie de Parkinson vont avoir des maladies du sommeil, comme des apnées ou des impatiences, dont on va reparler tout à l'heure. Mais donc, la première chose à faire quand on a quelqu'un qui se plaint de troubles du sommeil, c'est d'explorer l'ensemble des troubles du sommeil. Et comme ça, on peut procéder par étapes et traiter ensuite chaque problème l'un après l'autre. Mais quand on n'a pas de troubles évidents à traiter, du coup, on est obligé de s'orienter vers nos traitements de la maladie de Parkinson et comment les organiser au mieux. Et donc, parmi les causes fréquentes d'insomnie, on a quand même l'inconfort lié à la maladie. C'est-à-dire que très souvent, les personnes ne sont traitées que le jour. Et souvent, les neurologues considèrent que la nuit, les patients dorment, donc ils sont bien, ce n'est pas un problème. Or, quand on voit que la plupart des patients, en tout cas ceux qu'on explore, donc c'est qu'ils s'en plaignent, ne dorment que 3 ou 4 heures dans la nuit, du coup, les laisser 10 ou 12 heures sans traitement est assez aberrant. Voilà, d'où l'idée d'une étude que vous avez mise en place qui s'appelle Apomorphée. Pour faire simple, l'idée de cette étude, c'est de dire on les traite dans la journée et on va aussi les traiter pendant la nuit. C'est et ça. Normalement, ils devraient avoir un meilleur sommeil. C'est ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. Donc, c'est un projet qu'on a monté avec le professeur Flamand Rose de la Salpêtrière.
et en parallèle à Montpellier, mais qui est une étude multicentrique qui est dans 10 centres en France, avec 45 patients qui vont être inclus dans l'étude, et qui a pour but de proposer un traitement par apoquinon, donc la pompe à apomorphine la nuit, chez les personnes qui se plaignent d'insomnie au cours de la maladie de Parkinson. Donc le traitement leur est donné en continu avec la pompe, mais uniquement la nuit, ce qui est un peu différent de ce qui est fait en pratique, puisque d'habitude on traite les gens le jour, et certains traitent jour et nuit, mais souvent dans les habitudes des neurologues, il y a encore le fait de ne traiter que le jour. Alors, il y a d'autres études qui ont précédé Apomorphée. Sur ce même sujet, est-ce que vous avez déjà eu des premiers résultats? Alors, il y a deux éléments dans la littérature concernant ce traitement. Le premier, c'est un cas isolé qui a été rapporté d'une patiente qui avait un sommeil complètement désorganisé et à laquelle ils ont proposé la pompe à apoquinon uniquement la nuit. Et donc, ils l'ont enregistré avant, ils l'ont enregistré après. On voit une réorganisation complète du sommeil. Donc, sur un cas, un résultat très, très intéressant. Et puis, il y a une deuxième étude qui utilisait un équivalent de l'apomorphine, qui était un traitement sous-cutané en patch, qui n'a jamais été développé par la suite, je ne sais pas pourquoi, mais où ils avaient enregistré ces patients avant et après le traitement par apoquinon, et qui a montré un bel effet. Nous, ce qu'apporte notre étude en plus, c'est que donc, non seulement on interroge les patients et on les enregistre, donc on a des mesures subjectives mais aussi objectives, et ce qu'on apporte surtout, c'est qu'on a un placebo. C'est-à-dire que les patients reçoivent successivement soit le placebo, soit l'apomorphine, et le traitement est inversé dans son ordre de façon aléatoire chez les patients. Donc ni nous ni les patients ne savent s'ils reçoivent du sérum physiologique ou de l'apomorphine, et chaque patient va recevoir les deux successivement dans le temps. Alors, ce dont on est en train de vous parler, c'est vraiment la recherche qui est en marche, parce que c'est une recherche qui se fait en ce moment. Ça veut dire que votre étude a débuté il y a combien de temps? Combien de personnes sont incluses dedans? Et à terme, vous voulez en inclure combien et dans combien de centres? Donc, on a 22 patients qui ont déjà participé à l'étude. Ça a démarré il y a combien? 1 an à peu près. Et on voudrait avoir 45 patients au total pour pouvoir évaluer véritablement les effets et puis pouvoir avoir justement une déclinaison de l'ensemble des causes des troubles du sommeil dans cette maladie. Donc, pour ça, on a besoin d'un effectif suffisant. Et c'est vrai que comme l'étude impose le bras placebo, puis le bras traitement, finalement, même des patients insomniaques, tous ne sont pas toujours d'accord pour participer, ce qui est bien sûr normal. Mais donc aujourd'hui, si vraiment certains d'entre vous sont intéressés par ce genre d'études, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à en parler à leur neurologue, parce que c'est pas toujours facile pour nous de recruter les patients pour participer. Et vous faites ces essais dans quels hôpitaux, dans quelle ville? Alors, il y a 10 centres en France. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier, mais donc il y a Strasbourg, Rennes, Nantes, Paris à la Salpêtrière, Paris à Percy, enfin, l'hôpital militaire de Percy. Il y a Marseille, Nîmes, Montpellier. Et je crois que j'ai dit les 10 centres. J'espère Voilà. ne pas en avoir oublié. Alors, est-ce que vous avez des premiers résultats? Parce que vous le disiez, ça fait depuis 1 an, il y a à peu près une vingtaine de patients qui ont été inclus. Alors, normalement, on n'a pas levé l'aveugle, donc on ne sait pas si les patients sont sous placebo ou sous traitement. Mais l'effet et la différence est telle que oui, on pense qu'on a un bel effet. Alors, chez certains, l'effet est tel qu'ils ont voulu garder la pompe à la fin de l'étude. Donc, dans ce cas, je pense que la preuve est faite, puisqu'ils dorment beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus confortables, ils sont très contents. D'autres ont des effets plus subjectifs, c'est-à-dire qu'ils ont senti un bénéfice, mais ils trouvent que la pompe est quand même encombrante et du coup, ils se disent que c'est quelque chose qu'ils utiliseront plus tard, mais pas forcément tout de suite. Et puis, certains n'ont pas ressenti forcément les bénéfices, ce qui ne nous a pas empêché, nous, de voir des grosses différences sur les enregistrements du sommeil. Parce que moi, j'ai 2 patients qui n'avaient pas senti de bénéfice et qui pourtant dormaient 100 minutes, donc plus d'1 heure et demie de plus sous traitement que sans traitement. Donc peut-être que c'est un effet qu'ils n'ont pas perçu sur un temps court, mais que sur un temps plus long, leur aurait montré une meilleure qualité de vie, par exemple. Mais bon, vous ne pouvez pas tout tester sur une même étude. Alors, on va abandonner un petit peu cette étude, si vous le permettez, pour revenir aux insomnies. Est-ce que l'anxiété, est-ce que la dépression, qui interviennent souvent dans la maladie de Parkinson, peuvent
favoriser ces insomnies. Oui, bien sûr. Donc, anxiété et dépression sont des causes d'insomnie en général, en population générale. Quelqu'un qui est déprimé ou anxieux va beaucoup moins dormir. Et ce sont des phénomènes qui sont particulièrement fréquents au cours de la maladie de Parkinson. Ce qui est intéressant, c'est que en les traitant, on peut améliorer la qualité du sommeil. Et ce sont des symptômes qu'on peut traiter, bien sûr, avec des antidépresseurs, comme on le fait en population générale, mais aussi avec les traitements dopaminergiques. Parce qu'on sait dans la maladie de Parkinson qu'il y a des fluctuations motrices, que certains d'entre vous connaissent, où en fonction des moments, il va y avoir des blocages ou au contraire une facilité du mouvement. Mais de la même façon, il y a des fluctuations qu'on dit non motrices, au cours desquelles, finalement, alors que les symptômes sont relativement stables au point de vue moteur, les personnes peuvent sentir une grande anxiété ou une grande sensation de dépression sur des brefs moments, au moment où ils sont sous-traités. Et donc, souvent, ajuster le traitement dopaminergique permet aussi d'améliorer les symptômes de dépression et d'anxiété. Et on pense aussi pouvoir agir sur ça avec notre étude apomorphée et en tout cas le démontrer. Voilà. Ok, alors il y a des troubles particuliers qui sont liés aux insomnies. Je voudrais maintenant qu'on fasse un focus sur deux troubles en particulier qui sont importants, à commencer par les apnées du sommeil. Alors, je vais demander qu'on lance une vidéo d'une personne qui souffre d'apnée du sommeil. Et je crois que même si on ne parle pas, ni vous ni moi, on va comprendre ce que subit le conjoint ou la conjointe d'une personne qui souffre de la maladie de Parkinson et qui est atteinte d'une apnée du sommeil. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo? Et on va se taire quelques instants, vous allez comprendre. Voilà, pas toujours facile de dormir à côté d'un lion. Alors là, on sait à quoi c'est dû. Alors là, l'apnée commence. Et si certains veulent se mettre en apnée le temps que la respiration reprenne, je vous invite à le faire. Vous allez vous rendre compte à quel point l'apnée est longue. Ce que l'on voit sur le tracé, donc vous voyez dans la partie qui est violette, c'est le débit, c'est-à-dire l'air qui circule au niveau du nez et juste au-dessous de la bouche. Et donc on voit qu'il n'y a plus rien qui circule. Donc la respiration est complètement bloquée. Et ce qu'on voit en rose, juste au-dessous, c'est l'oxygène. Et on voit l'oxygène qui diminue progressivement dans le sang au fur et à mesure que l'apnée se prolonge. Donc c'est vraiment une souffrance pour le corps de voir les taux d'oxygène diminuer aussi fort. Et on va arriver à la reprise respiratoire et vous voyez tout en haut en vert un éveil, c'est-à-dire que chaque fois, finalement, la reprise respiratoire ne se fait que grâce à un éveil. Donc ça veut dire que ces apnées, non seulement vont entraîner une souffrance parce qu'il y a un manque d'oxygène, mais aussi un épuisement puisque presque systématiquement, le cerveau se réveille. Ce sont des éveils inconscients qui ne sont pas perçus le plus souvent par le patient, mais qui vont vraiment hacher le sommeil et faire que pour que la reprise respiratoire se fasse, il y ait un éveil. Alors, on n'a pas mesuré le temps, mais j'ai l'impression que c'est énorme. C'est quoi, 30 secondes, 40 secondes l'apnée? Oui. Alors, on compte une apnée dès qu'elle fait plus de 10 secondes, mais souvent, c'est 45, 50 secondes, oui. Alors, sait-on pourquoi les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson sont justement sujettes à ces apnées? Alors, c'est compliqué parce que le mécanisme des apnées, c'est un blocage de la respiration très haut. C'est vraiment à la base de la langue que la respiration se bloque. C'est le relâchement des tissus, souvent des variations anatomiques qui font que le canal est plus ou moins étroit, qui font qu'au moment de l'inspiration, les voies respiratoires à ce niveau-là se collabent, c'est-à-dire qu'elles sont aspirées et l'air ne peut plus circuler. Le facteur le plus souvent associé aux apnées du sommeil, en population générale, c'est l'obésité. Or, dans notre population de personnes atteintes de maladie de Parkinson, l'obésité n'est pas très fréquente. Et donc, on est étonné de voir qu'il y a autant d'apnéiques chez les personnes parkinsoniennes que la population générale, alors qu'ils sont beaucoup plus minces en pratique. Et donc, on a cherché quelles pouvaient être les causes. Et parmi les causes, on a une hypothèse qui est celle du fait de rester plus sur le dos. Parce que quand on a une maladie de Parkinson, on a souvent du mal à se retourner dans le lit. Et donc, ce qu'on pense, c'est que les personnes qui habituellement ont des apnées, au bout d'un moment, ça les dérange. Et du coup, elles vont se mettre sur le côté ou sur le ventre, qui sont des positions où il y a moins d'apnée.
Alors que la personne qui a la maladie de Parkinson, eh ben, elle est bloquée sur le dos. Et donc, même s'il y a des apnées tout au long de la nuit, eh ben, elle ne va pas pouvoir se retourner. Et on a fait une étude où on a comparé le nombre de changements de position chez des personnes atteintes de maladie de Parkinson avec apnée et sans apnée. Et ceux qui avaient des apnées changeaient moins souvent de position que ceux qui n'avaient pas d'apnée. Et ensuite, on les a comparés à des apnéiques non atteints de maladie de Parkinson. Et eux se retournaient davantage. Et les sujets sains, sans apnée ni maladie de Parkinson, se retournaient encore plus. Donc il y a vraiment un lien entre le nombre de changements de position et le nombre d'apnées. Alors, quand on fait des apnées du sommeil, d'ailleurs que l'on soit parkinsonien ou pas parkinsonien, on va dire grosso modo, il y a deux gros moyens pour lutter contre les apnées du sommeil. On va parler du premier, le moyen mécanique, c'est-à-dire qu'on porte, pour faire simple, une avancée mandibulaire qui permet de... Vous voulez qu'on fasse dans l'autre sens? Oui, c'est plus facile. Alors, on va faire dans l'autre sens. Ça, on est vraiment en direct là. Donc, un des moyens, c'est d'avoir une sorte de masque qui va permettre de respirer différemment. Alors, peut-être expliquer le fonctionnement de la machine et après, pourquoi ça marche ou ça marche moins bien. Alors, le traitement de référence des apnées au cours de la maladie de Parkinson, c'est le traitement par pression positive continue nocturne. Donc, c'est un appareil, une machine qui est en fait un compresseur qui va envoyer de l'air sous pression, qui va maintenir les voies aériennes ouvertes. Elles ne peuvent plus s'écraser, elles sont bloquées, ouvertes. Donc, c'est la personne qui respire et du coup, les apnées disparaissent. Ça veut donc dire qu'il faut porter un masque toute la nuit, enfin. Donc, il faut porter un masque qui est relié à une machine. Et ça veut dire que chaque fois qu'on va se lever dans la nuit pour aller uriner, chaque fois que, il va falloir quitter, remettre tout ce système. Et ça, c'est très compliqué en pratique dans la maladie de Parkinson. Et du coup, nous, on a eu l'idée de proposer à nos patients, un peu plus souvent que ce qu'on faisait auparavant, l'autre alternative qui est l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, je voudrais juste une seconde que l'on revienne sur le masque, parce que souvent, les personnes disent il y a un compresseur, ça fait du bruit, ça gêne dans le sommeil. Je crois que de ce côté-là, les machines ont fait beaucoup de progrès. C'est moins bruyant qu'il y a quelques années. Oui, alors les machines font en tout cas beaucoup moins de bruit que les ronfleurs. Et puis surtout, on a l'avantage de faire un bruit qui est quand même très continu. Donc, globalement, pour le conjoint, c'est beaucoup plus confortable. Surtout que souvent, les conjoints sont inquiets d'entendre la personne malade faire ses apnées. C'est impressionnant hein, quand vous avez quelqu'un qui ne respire plus à côté. Souvent, on donne un coup de coude et on dit « Oh, il faut redémarrer ». Voilà. Donc, finalement, le sommeil est plus confortable pour le conjoint parce qu'il est moins inquiet aussi. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des bruits parce que parfois le masque bouge et entraîne des fuites qui vont se mettre à souffler pour le coup, etc. Donc, ce n'est pas toujours parfait non plus. Justement, dans le cas de ce traitement par pression positive qui est donné chez un parkinsonien, est-ce que ça pose plus de problèmes? Par exemple, la position du masque, le fait qu'il puisse bouger pendant la nuit? Alors, la difficulté chez certains, c'est de mettre le masque. Certains patients ont du mal eux-mêmes à mettre le masque tout seul. Et donc, c'est souvent le conjoint qui est obligé de faire passer les lanières derrière la tête. Ce qui, en soi, ne serait pas compliqué si c'était qu'une fois dans la nuit. Mais si ça doit se reproduire à de multiples reprises, parce que souvent, le sommeil d'une personne parkinsonienne n'est pas continu. Et donc, la personne se lève, déambule un peu, va aux toilettes, etc. On ne peut pas partir avec sa machine à la main? Pas vraiment, non, parce qu'elle est branchée à l'électricité. Donc, il y a des systèmes plus ou moins... complexe et plus ou moins adapté, mais ça reste quand même compliqué. Et puis parfois, les personnes n'ont pas le même rythme que leur conjoint. J'ai eu un jour un couple qui m'a raconté que la dame, elle, s'endormait 1 heure avant son mari. Et du coup, son mari n'était pas capable de mettre son appareil tout seul. Alors, elle lui mettait avant de s'endormir. Et donc, lui, pendant 1 heure, il lisait avec son masque et c'était très inconfortable pour lui. Ou alors, elle se réveillait 1 heure plus tard, elle se mettait un réveil pour lui mettre son masque, ce qui était quand même très compliqué. Et finalement, ça avait un vrai retentissement sur leur qualité de vie, la qualité de leur nuit. D'où la proposition que vous faites... disons plus fréquemment que ce qui se fait dans la vie quotidienne pour les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, ce dispositif dont je parlais, qui est une avancée mandibulaire. Alors, c'est un moyen mécanique. En quoi consiste-t-il et est-ce qu'il est aussi efficace que le masque? Alors, l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est en fait 2 gouttières qui sont faites sur mesure aux dents du patient et qui a pour objectif de tirer sur la mâchoire du bas, en fait, empêcher qu'elle bascule en arrière au moment où le tonus musculaire se relâche. Et du coup...
l'espace en arrière de la langue est plus grand et donc les apnées sont diminuées. Donc c'est un traitement qui est utilisé aussi chez les apnéiques en dehors de la maladie de Parkinson, qui est de plus en plus utilisé, de mieux en mieux remboursé par la sécurité sociale. En gros, c'est un traitement qui est en train de prendre de plus en plus d'essor. Et donc, nous, on a eu l'idée de l'utiliser chez nos patients qui ont la maladie de Parkinson. Et avec des résultats assez satisfaisants parce que finalement, l'inconvénient de l'orthèse, c'est que souvent, elle ne marche pas sur des index d'apnée très élevés et qu'en général, chez nos patients atteints de maladie de Parkinson, on a des index qui sont intermédiaires, donc des apnées pas très, très sévères. Donc, ça suffit. Et en même temps, ça leur apporte un confort qui est beaucoup plus grand. Et du coup, une autonomie, c'est-à-dire que vous mettez la gouttière, après vous êtes lavé les dents, vous la gardez jusqu'au lendemain matin, vous pouvez déambuler dans la maison, etc. Il n'y a aucun problème puisque c'est vraiment un tout petit objet à côté de la machine. Alors, ce que vous me disiez aussi, ça peut paraître surprenant, c'est que les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil peuvent aussi avoir des solutions assez positives avec l'intervention d'un kiné. En quoi un kiné peut-il quelque part limiter les apnées du sommeil? Alors, il y a de plus en plus de rééducation de la langue et de la zone oropharyngée faite par des kinés. Donc là, c'est vraiment en cours d'évaluation. Donc, probablement que ça peut être utile aussi au cours de la maladie de Parkinson. Et puis, on peut aussi demander au kiné de faire une rééducation sur le changement de position pour que le patient puisse plus facilement se retourner dans son lit et donc avoir moins ce problème dont on parlait tout à l'heure d'être bloqué sur le dos avec ses apnées coincées dans cette situation-là. L'autre intérêt de l'orthèse dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que chez les patients qui ont aussi un trouble du comportement en sommeil paradoxal, quand ils s'agitent pendant le sommeil, ils arrachent le masque. Ce que l'orthèse, évidemment, ne pose plus du tout comme problème. Alors justement, on va parler d'un autre trouble qui n'a rien à voir avec le premier que l'on a vu au début, c'est-à-dire cette personne qui commence à s'agiter. C'est ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Ça veut dire quoi, le syndrome des jambes sans repos, qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'agitation pendant pendant la période de sommeil paradoxal, c'est-à-dire pendant les rêves. Alors, le syndrome des jambes sans repos, c'est une sensation désagréable dans les jambes, mais parfois les bras aussi, qui survient le soir et la nuit, au repos, et qui est soulagée par le mouvement. Donc, la personne est éveillée, le plus souvent, ou parfois la sensation la réveille, et elle a cette sensation désagréable qui lui impose de se relever, de bouger les jambes. Donc en pratique, ce sont des personnes qui, quand elles rentrent à la maison et peuvent enfin se poser chez elles tranquillement, vont commencer à avoir un agacement dans les jambes. Alors les patients utilisent différents mots. Certains disent de l'électricité, des bulles, des bêtes. Enfin, il y a toutes sortes de la tension dans les jambes. C'est souvent pas une vraie douleur, c'est plutôt une sensation étrange. Et cette sensation est améliorée par le mouvement, ce qui fait que ce sont des personnes qui vont rester plantées debout, à bouger les jambes, à essayer de se soulager comme ça en remuant. C'est un phénomène qui est très fréquent en population générale, mais qui est aussi un peu surreprésenté au cours de la maladie de Parkinson et qui est vraiment en lien avec les traitements dopaminergiques. Ce qui fait que si ce symptôme est rapporté clairement, on peut bien le soulager en augmentant les traitements de la maladie de Parkinson juste le soir, à l'heure où ces impatiences surviennent. Les impatiences surviennent avant de dormir ou ça peut intervenir y compris pendant la nuit? Alors, ça survient le plus souvent le soir avant de se coucher ou au moment où on se met au lit, mais certains ont aussi des épisodes en milieu de nuit qui les réveillent. Et puis, en général, ce syndrome des jambes sans repos est associé à des mouvements périodiques de jambes. C'est-à-dire qu'une fois endormies, les personnes peuvent avoir des espèces de secousses très répétitives, toujours le même mouvement de flexion de la jambe, du pied, de la jambe, qui surviennent toutes les 30-40 secondes, qui font comme une espèce de pédalage qui va persister tout au long de la nuit. Alors ce phénomène, il est gênant pour le conjoint et il est parfois gênant pour le patient parce que chez certains, ça les réveille, pas tous. Bon, si ça ne réveille pas la personne, on le traite par le mépris. Mais si ça réveille la personne, il faut aussi traiter ces mouvements périodiques de jambes. Et là aussi, le traitement dopaminergique permet d'améliorer les choses. Donc, les traitements de la maladie de Parkinson, une fois de plus, donnés la nuit, permettent de soulager ces symptômes. Alors, il y a des recherches, encore d'autres, parce que vous voyez, le sommeil étant assez complexe et les troubles du sommeil étant assez nombreux, il y a des recherches avec disons, des axes tout à fait différents. Et il y a en particulier une recherche qui est menée à Strasbourg
par une équipe qui consiste à utiliser la luminothérapie, c'est-à-dire la lumière, pour lutter contre les troubles du sommeil. Alors, où en est-on à ces niveaux-là et est-ce que ça peut, là encore, aider les personnes qui souffrent de troubles du sommeil et qui ont la maladie de Parkinson? Alors, il y a une étude américaine qui a démontré qu'au cours de la maladie de Parkinson, il y a une anomalie de l'organisation du cycle veille-sommeil. Et que très souvent, les personnes n'organisent pas leur nuit comme organisent les personnes non atteintes de la maladie. Voilà. Alors, je vous interromps une seconde parce que vous êtes une spécialiste du sommeil. Il y a des choses qui vous paraissent évidentes, mais qui ne sont peut-être pas évidentes pour tout le monde. En réalité, le cycle veille-sommeil est en partie dû à la nuit et au jour. Voilà. C'est pour ça que la lumière peut jouer un rôle là-dedans. Oui. Donc, normalement, la lumière fait que le jour, on est éveillé. Et puis, quand la lumière baisse en fin de journée, on se met à sécréter un neuromédiateur qui s'appelle la mélatonine et qui va favoriser l'endormissement. Et du coup, on va s'endormir à la bonne heure, donc entre 22h et minuit le plus souvent, et dormir d'un sommeil continu jusqu'au lendemain matin où le soleil va se lever et donc notre nuit s'arrêter. On s'est rendu compte qu'au cours de la maladie de Parkinson, souvent cette organisation disparaissait, que très souvent les gens s'endorment très tôt devant la télé à 20h ou vraiment très très tôt en soirée, voire même avant. Puis ensuite vont se réveiller, rester réveillés longtemps, plusieurs heures au milieu de la nuit, puis parfois se rendormir au petit matin, mais pas toujours. En tout cas, il n'y a plus cette alternance jour et nuit. Cette cohérence entre la puis lumière du jour et la nuit. Et du coup, il va y avoir aussi beaucoup de somnolence dans la journée puisque la nuit a été très courte. Et donc l'étude américaine a comparé ces deux phénomènes chez des sujets sains et chez des sujets atteints de maladie de Parkinson, a montré que c'était désorganisé et a montré aussi que la sécrétion de mélatonine, ce neuromédiateur, était désorganisée chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson. Et même plus que chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson, celles qui étaient somnolentes en journée avaient une désorganisation de cette sécrétion de mélatonine encore plus grande que les personnes atteintes de maladie de Parkinson sans désorganisation du sommeil. Et donc, ils se sont dit, il y a vraiment quelque chose au cours de la maladie lié à la lumière, la réponse à la lumière et la sécrétion de mélatonine qui participe peut-être à cette désorganisation du sommeil. D'où l'idée des Strasbourgeois de proposer à des personnes atteintes de maladie de Parkinson, qui se plaignent d'insomnie ou de somnolence, de s'exposer à la lumière, à une lumière artificielle qui aide à resynchroniser la sécrétion de mélatonine et donc le sommeil la nuit et pas le jour. Alors ça, c'est une étude qui a débuté il y a longtemps. Et est-ce qu'on a des premiers résultats ou pas ? Alors, c'est une étude qui a commencé il y a plusieurs années et pour laquelle on a aussi du mal à recruter des patients. Les patients sont exposés soit à la lumière, à une lumière efficace, soit à une lumière inefficace. Donc, ils sont tirés au sort. Donc, certains ont la vraie lampe et d'autres ont la fausse lampe, en gros. Et ils doivent pendant un mois s'exposer à la lumière. Ils sont enregistrés avant. Qu'on comprenne bien, on s'expose à la lumière à quel moment de la journée et pendant combien de temps ? Alors, je crois que c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir, et que les horaires sont déterminés en fonction du cycle, du rythme de la personne. Vous savez, il y a des gens du matin, des gens du soir, etc. Et donc, on essaie de... Enfin, l'horaire est précisé en fonction de ce type d'organisation du sommeil de la personne. Et donc, notre difficulté, c'est que régulièrement, quand on enregistre les patients pour les inclure dans cette étude, ils ont trop d'apnée et que c'est un critère de non-inclusion. Donc, ils ont changé leurs critères et maintenant, on pourra inclure dans l'étude des patients apnéiques du moment qu'ils sont traités. Donc, j'espère qu'on pourra en inclure davantage. Voilà, donc on vient de parler de beaucoup de troubles du sommeil, que ce soit l'insomnie, la somnolence, les jambes sans repos, les apnées du sommeil. Finalement, si une personne a ces problèmes-là, à qui doit-elle s'adresser ? À qui doit-elle en parler ? C'est au neurologue parce qu'on n'a pas obligatoirement la chance, comme avec vous, d'avoir une spécialiste de la maladie et une spécialiste du sommeil dans la même personne. C'est vrai, c'est compliqué. Donc, je pense que le plus souvent, déjà, en parler à son neurologue, c'est bien, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont même pas le réflexe de le dire à leur neurologue. Ils pensent que c'est comme ça, dans la maladie de Parkinson, dans les troubles du sommeil. D'ailleurs, certains n'ont peut-être même pas fait le lien entre leurs troubles du sommeil et leur maladie de Parkinson. Donc, je pense que le lien, il est clair. Je crois qu'on l'a clairement dit aujourd'hui. Donc, du coup, en parler au neurologue, ça me semble très important, parce que certains n'ont pas forcément fait le lien et ne vous posent pas forcément la question. Donc, allez-y, vous dites que vous ne dormez pas bien, qu'il y a un problème, etc. Peut-être que ça va amener votre neurologue à vous traiter davantage la nuit.
vous pouvez dire que vous sentez que vous manquez de traitement la nuit. Et puis ensuite, logiquement, le neurologue vous doit quand même vous poser des questions sur est-ce que vous ronflez, est-ce que vous avez des impatiences, etc. Et là, au moindre doute, il faut se tourner vers un spécialiste du sommeil. Il y a quand même maintenant en France, dans tous les centres hospitaliers universitaires, des laboratoires du sommeil qui peuvent explorer complètement le sommeil de la maladie, au cours de la maladie de Parkinson. Et puis, il y a aussi en ville, partout, des pneumologues, des ORL, etc., qui font des recherches d'apnée du sommeil. Et ça peut être fait en ambulatoire, c'est-à-dire que vous venez, on vous pose des systèmes de capture, et puis vous dormez chez vous. Et le lendemain, on vous dit si vous avez des apnées ou pas. Donc, il y a des choses qui peuvent être recherchées et éliminées quand même très facilement. Après, c'est vrai que quand il y a une véritable insomnie, un trouble complexe au cours de la maladie de Parkinson, c'est quand même mieux d'avoir un enregistrement complet du sommeil et pas uniquement de la respiration. Mais tout ça peut se faire par étapes et petit à petit régler les problèmes les uns après les autres. En tout cas, il faut retenir une chose. S'il y en a une à retenir ce matin, c'est le fait d'avoir des troubles du sommeil quand on a la maladie de Parkinson. Ce n'est pas une fatalité. On peut faire quelque chose. Absolument.